Bonjour chers étudiants, aujourd'hui on va continuer le cours d'électromagnétisme et ce cours c'est un cours très particulier parce que on va étudier l'un des phénomènes ou l'une des découvertes qui a transformé notre monde. C'est parmi les découvertes les plus merveilleuses de la physique, c'est l'induction électromagnétique. C'est grâce à cette induction qu'on a pu transformer l'énergie mécanique en énergie électrique et avoir de l'électricité. C'est grâce à cette découverte qu'on a pu construire très rapidement les premiers transformateurs. Or, on sait la importance primordiale des transformateurs dans le transport de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans ce chapitre? Donc, on va essayer de découvrir l'ensemble des phénomènes qui ont conduit Faraday à découvrir cette fameuse application qui est l'induction électromagnétique. Ensuite, étudier tout ce qui concerne les propriétés de l'induction électromagnétique, courant et tension induite, à faire quelques applications, enfin revoir l'ensemble des équations de l'électrostatique et de la magnétostatique en tenant compte de ce nouveau phénomène qui est l'induction électromagnétique, et enfin définir ce qu'on appelle le coefficient d'induction, coefficient d'auto-induction et l'énergie magnétique. Bien, donc qu'est-ce que c'est que l'induction électromagnétique? Eh bien, tout démarre vers 1820. Donc, on a déjà vu en magnétostatique la fameuse expérience d'Ørsted. Qu'est-ce qu'il a montré Ørsted? Il a montré qu'un courant électrique, lorsqu'il circule un courant dans un fil, ça permet de créer du magnétisme. Eh bien, juste après sa découverte, les physiciens se sont concentrés sur la question suivante. Si un courant électrique crée du magnétisme, n'existe-t-il pas l'effet inverse? Peut-on obtenir de l'électricité à partir du magnétisme? Et plusieurs physiciens se sont concentrés dans la décennie 1820-1830 sur ce phénomène. Et enfin, le privilège est revenu au fameux Faraday qui a découvert ce phénomène. Donc l'induction électromagnétique, c'est la production de l'électricité par variation de flux de champ magnétique. Autrement dit, comment à partir quelques applications bien sûr tout de suite qui ont donné naissance à qui ont suivi la découverte de cette induction, c'est le fonctionnement du générateur, les transformateurs et ainsi de suite. Donc cette induction va nous permettre de comprendre comment à partir de l'écoulement d'eau, par exemple, on arrive à produire de l'électricité. Donc ce sont l'une des merveilles de cette induction électromagnétique. Avant cela, revenons à ce qu'on connaît avant l'induction électromagnétique. Donc on connaît bien sûr la magnétostatique et on connaît l'électrostatique. Dans les deux cas, vous avez le mot statique. Ça veut dire les phénomènes ne dépendent pas du temps, ou la dérivée par rapport au temps égale à 0. Et dans ce cas statique, nous avons montré les équations locales vérifiées par le champ électrique et par le champ magnétique. Première remarque, vous voyez qu'il n'y a aucune relation entre l'électrostatique et la magnétostatique. Ce sont deux branches de physique complètement indépendantes. Eh bien, vous allez voir qu'on étudiait quelque chose jusqu'à maintenant qui n'est pas tout à fait vrai. Bien sûr, rassurez-vous, c'est vrai dans le cas statique. Or, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on était dans le cas statique. Faisons donc un peu de mouvement et voir qu'est-ce qui arrive à ces équations-là. Donc, à ces quatre équations qu'on va appeler tout simplement à la fin de ce chapitre les fameuses équations de Maxwell, on ajoute toujours ce qu'on appelle l'équation de conservation de charge ou bien l'équation de continuité qui est dans le cas statique, divergence de J égale à 0. Pourquoi? Parce qu'il suffit de remplacer J par l'équation locale de théorème d'Ampère, rotationnelle de B sur mes 0. Or, divergence de rotationnelle de n'importe quel vecteur, c'est 0. Bien. Moi, je vais vous montrer quelques types d'expériences qui ont conduit par Faraday à découvrir ce phénomène. Voilà la première expérience. Ces expériences sont disponibles sur le web. Donc, première expérience, on prend une bobine qu'on va lier à un oscilloscope, aucun générateur électrique, et on fait circuler un aimant.
qu'est-ce qu'on va voir? Si on fait tourner l'aimant avec une fréquence oméga, qu'est-ce qu'on obtient? Tout simplement, miracle, on obtient un courant alternatif de même fréquence de rotation que l'aimant. Donc, on produit de l'électricité par variation de quoi? Par variation du champ magnétique. Voilà la première expérience. La deuxième expérience, et que je trouve la meilleure démonstration que j'ai trouvée sur le web, c'est la suivante. Vous avez un aimant, une bobine formée par 4 spires, un voltmètre et une ampoule. Première remarque, quelle que soit la position de l'aimant, vous voyez que aucune tension n'est induite. Donc, quelle que soit la position de l'aimant, aucune tension induite. Deuxième remarque, si on fait circuler l'aimant, donc vous voyez, partout où on circule l'aimant, vous avez une détection des forces d'une tension induite. Mais, qu'est-ce qu'on remarque? Si l'aimant se déplace au milieu du solénoïde, ou bien de la bobine, la tension induite est très forte. Deuxième remarque, vous remarquez que la tension induite change de signe. Une fois positif, une fois négatif. Je rapproche l'aimant, elle est positive. J'éloigne l'aimant, elle est négative. D'accord? Vous voyez maintenant, je rapproche le pôle sud, la tension elle est positive. Je change la polarité, le même aimant. Cette fois-ci, je rapproche le pôle nord. Vous voyez, la tension va changer de signe. Il devient négatif. J'éloigne le pôle nord, la tension devient positive. Je mets une deuxième bobine. Vous voyez, je rapproche. La tension devient encore plus importante que tout à l'heure, qu'avec une seule bobine. Je me déplace très loin des deux bobines, la tension elle est faible. Comment comprendre tout ceci? Eh bien, pour mieux comprendre ce phénomène, on va faire apparaître les lignes de champ. Et on voit que, effectivement, quand je déplace l'aimant loin de la bobine, vous avez très peu de lignes de champ qui circulent à l'intérieur de la bobine. Et le cas extrême, c'est lorsque l'aimant est en face de la bobine. Dans ce cas, vous avez un maximum de lignes de champ qui traversent la bobine. Si vous avez deux bobines en parallèle, vous avez en même temps les lignes de champ qui traversent cette bobine et les lignes de champ qui traversent l'autre. Ce qui explique pourquoi on a une forte tension. Donc, quelle est la grandeur physique qui est en même temps liée au nombre de spires, en même temps au champ magnétique et à la quantité de lignes de champ qui traversent ces bobines? Fort heureusement en physique, on a une grandeur physique qui permet de déterminer ou bien de décrire la quantité de lignes de champ qui traversent une surface donnée, et c'est ce qu'on appelle le flux d'un vecteur. Qu'est-ce que c'est que le flux d'un vecteur? Pour mieux comprendre le flux d'un vecteur, voyons ce schéma-là. Je représente ici un vecteur avec des flèches qui gardent une direction fixe, et je prends une spire carrée, que je prends 3 positions. Dans le premier cas, la spire elle est perpendiculaire aux lignes de champ, ça veut dire son vecteur surface il est parallèle aux lignes de champ. Et dans ce cas, vous voyez bien que vous avez un maximum de lignes de champ qui traversent cette surface. On parle dans ce cas d'un flux maximal. Par contre, si la spire carrée est parallèle au champ, ça veut dire son vecteur surface il est perpendiculaire à B, vous voyez bien qu'aucun vecteur ne traverse la surface D de S. Donc le flux est nul. Et si vous avez la spire qui fait un angle θ, il y a toujours quelques lignes de champ qui traversent, mais pas de la même manière que comme dans le premier cas. Donc le flux diminue. Et suivant la valeur de cosinus θ, on peut avoir même des flux négatifs, des flux positifs. Donc c'est une grandeur physique. Et le flux, tout simplement, du champ magnétique, c'est le champ multiplié par la surface. Donc Tesla multiplié par mètre carré, et Tesla mètre carré, il a une unité en physique, c'est ce qu'on appelle le Weber. Donc le flux d'un vecteur, ça nous renseigne sur la quantité de ce vecteur qui traverse une surface en unité de temps. D'accord? Donc voilà là ce qu'on appelle le flux d'un vecteur. Maintenant, revenons au phénomène d'induction.
Donc, on va essayer de résumer les expériences tout à l'heure par le schéma suivant. Donc, premier cas, circuit fixe dans un champ variable. C'est-à-dire, je garde la bobine fixe et que je déplace l'aimant. Donc, c'est le champ magnétique qui se déplace avec le temps. Si je rapproche l'aimant, j'ai un courant induit. Si j'éloigne l'aimant, j'ai un courant induit dans le sens opposé. D'accord? Donc là, je suis dans le cas d'un circuit fixe dans un champ variable. S'il n'y a pas de mouvement, bien sûr, il n'y a pas de courant induit. Bon, nous avons vu que le courant change suivant qu'on rapproche le pôle nord ou le pôle sud. Bon, ça, on l'a vu en expérience. Mais vous avez un deuxième cas, c'est circuit mobile, cette fois-ci dans un champ statique. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette fois-ci, je garde l'aimant constant, donc le champ il est constant. Cette fois-ci, c'est la bobine que je déplace. Eh bien, j'observe exactement le même phénomène que tout à l'heure. Je rapproche l'aspire, j'ai un courant induit. J'éloigne l'aspire, j'ai un courant induit qui change de sens. S'il n'y a pas de mouvement, pas de courant induit. On va énoncer les lois qui régissent ces phénomènes. Donc, qu'est-ce qui est commun à l'ensemble de ces expériences que nous avons vues jusqu'à maintenant? Donc, qu'est-ce qui est commun? C'est la variation de flux. Donc, la variation de flux peut être créée soit par la variation du champ magnétique en rapprochant l'aimant, soit par variation de la surface en déplaçant l'aspire, soit par variation de l'angle entre le champ et la surface en tournant l'aimant. Et autrement dit, pour induire un courant électrique, il faut absolument faire varier le flux au cours du temps. Donc voilà les trois manières avec lesquelles on peut varier le flux. Et si le flux varie, on parle de tension induite lorsque le circuit est ouvert, d'un courant induit lorsque le circuit est fermé. Eh bien, comment on interprète tout ça? En disant tout simplement que dans le circuit électrique qu'on déplace, vous avez un générateur électrique qui permet de déplacer les charges et ce générateur a une force électromotrice fictive qu'on va appeler E et dont la valeur est donnée par la fameuse loi de Faraday-Lenz. Donc, M. Faraday nous a dit que dans un circuit donné, la valeur absolue de la variation de flux par rapport au temps est donnée par la tension induite est donnée par d de phi sur d de t. En valeur absolue. M. Lenz lui a ajouté un signe moins pour dire tout simplement que le sens du courant induit s'oppose toujours à la variation de flux. Et je notais en rouge à la variation de flux et non pas à la variation du champ. C'est à la variation de flux. Et donc on arrive à la fameuse loi de Faraday, E égale moins d de phi sur d de t, que je vais essayer de démontrer dans deux cas particuliers. On va voir l'une des premières applications de cette loi, c'est le dynamo. Donc, de quoi est formé un dynamo? Vous avez un champ statique, pôle nord, pôle sud, et on fait tourner un circuit rectangulaire dans ce champ magnétique B. Voilà, je représente ici une seule spire, un instant t donné, voilà le vecteur surface, il fait un angle θ avec le champ. Donc, si le cadre tourne, l'angle θ varie avec le temps, et donc le flux, c'est BS cosinus θ, avec le signe moins. Donc, si θ est égal à oméga t, si on lui communique une fréquence angulaire oméga, vous voyez bien qu'on peut créer un courant alternatif E0 sinus oméga t. Donc, voilà comment on peut, la base de la production de l'électricité par des alternateurs. Maintenant, essayons d'analyser ces expériences de façon approfondie pour, en fait, donner une interprétation, bien une démonstration à la loi de Faraday. Prenons le cas d'un circuit, d'un circuit mobile dans un champ statique. C'est ce qu'on appelle cas de Lorentz. Donc, c'est le cas que je vais traiter dans cette première partie. Donc, je prends une bobine, une spire circulaire que je vais déplacer dans un champ statique. Et supposons ici, vous avez un champ quelconque, B quelconque. Je vais la déplacer d'une distance d de r et je vais calculer la variation de flux pendant ce déplacement. Or, si un circuit mobile se déplace à la vitesse v dans une région où existe un champ magnétique, chaque charge va être soumise à la force de Lorentz, QV vectoriel B. Donc, on va écrire par analogie avec la force électrostatique, F est égal à Q fois EM. Et on va noter EM, c'est V vectoriel B. C'est ce qu'on va appeler champ électromoteur de Lorentz.
Donc c'est celui qui est responsable du déplacement de charge et par conséquent de la création du courant induit. Donc la force électromotrice d'après les lois de l'électrostatique, c'est la circulation du champ électromoteur. Essayons de voir est-ce que cette circulation est exactement égale à la variation de flux. Eh bien, on va essayer de remplacer le champ électromoteur par sa valeur, c'est V vectoriel B scalaire D de L. Donc c'est quoi? J'utilise les propriétés du produit vectoriel mixte. A vectoriel B scalaire C, c'est B scalaire C vectoriel A. Donc B scalaire D de L vectoriel V, qui est D de R sur D de T. Or, le champ est constant. Donc je sors D sur D de T. 1 sur D de T plutôt. Je sors 1 sur D de T. Donc là, pardon. Voilà, je sors 1 sur D de T. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste B scalaire D de L vectoriel D de R. Et D de R vectoriel D de R, c'est cet élément de surface. Je le note D carré de S. D'accord? Et l'intégrale et B scalaire D carré de S, c'est un flux. Je le note D carré de phi indice C pour le moment. Et l'intégrale de D carré de phi indice C, qu'est-ce qu'il va me donner? D de phi indice C. Et donc, la force électromotrice, c'est moins D de phi sur D de T. Le C veut dire le flux coupé. C'est le flux coupé par la spire pendant son déplacement D de R. Pourquoi on l'appelle flux coupé? Dans cette région, vous avez un champ magnétique B, et pendant que la spire se déplace, il coupe les lignes de champ. On l'appelle flux coupé. Mais dans le cas où il s'agit d'un champ statique, on montre que la variation du flux coupé est égale à la variation du champ total. Et donc, on a démontré la loi de Faraday. Donc voilà. Donc là, bien sûr, il y a le 1 et non pas D. Et l'intégrale D carré de X, c'est D de X. Et donc, je trouve la loi de Faraday qui nous dit que la force électromotrice induite est donnée soit par moins D de phi sur D de T qui a été démontré expérimentalement par Faraday, soit par la circulation du champ électromoteur. Et ce champ électromoteur est égal à V vectoriel B. D'ailleurs, dans tous les exercices qu'on va traiter en TD, on va essayer de montrer à chaque fois la force électromotrice par les deux méthodes, soit par la circulation du champ électromoteur, soit par la variation du flux du champ magnétique B à travers le circuit. Bien, donc nous venons de démontrer la loi de Faraday dans un circuit rigide qui se déplace dans un champ électromagnétique statique. Donc première remarque, vous voyez bien que quelque chose de nouveau. La circulation d'un champ électrique suivant un contour fermé n'est plus nulle. Donc ça, c'est pas un champ électrostatique. C'est pourquoi on l'appelle champ électromoteur. Autrement dit, si vous prenez un circuit en électrocinétique, la différence de potentiel entre deux points, entre A et A sur tout le circuit n'est plus nulle. Donc, M. Faraday dit à M. Kirchhoff, ce que vous dites dans le cas des circuits, c'est valable uniquement dans le cas statique. Bien. Donc, je vais montrer ce théorème ou bien cette loi de Faraday dans un autre cas qui est très étudié, c'est le cas du rail de Laplace. Donc, voilà, je prends un circuit en U sur lequel je vais mettre une barre, un conducteur de longueur L. Et on va essayer de déplacer cette barre-là de longueur delta de X. Donc, quand je déplace la barre, bien sûr, vous aurez variation de flux et donc création d'un courant induit. Et on verra que le courant induit circule dans ce sens-là. Bien, si la barre se déplace, il y a variation de flux. S'il y a variation de flux, il y a création d'un courant induit. Calculons la variation de flux. Donc, si le flux final, quand la barre se trouve à cette position, qui est égal à B fois la longueur fois cette surface, qui est x0 plus delta x, et le flux initial, c'est B fois Lx0. Donc, le delta de phi, c'est BL delta de x. Donc, vous voyez bien que le flux augmente. Donc, la barre va être freinée parce que si un conducteur parcouru par un courant I placé dans un champ magnétique est soumis à la force de la place, et la force de la place, c'est, puisque le champ est constant, c'est BIL fois EX. Donc, T de L vectoriel B, ça vous donne BIL suivant X. Mais faites attention, le courant ici, elle est négatif, puisque la normale, on l'a orientée vers le haut. Donc, c'est une force qui est dirigée dans ce sens-là. Bien. Si on veut maintenant entretenir, bien sûr, s'il y a uniquement cette force de la place, la barre va être freinée, elle va s'arrêter au bout d'un certain temps,
delta t. Si on veut maintenir la barre avec une vitesse constante, il faut lui fournir un travail. Et ce travail, on va essayer de le déterminer. Donc le travail, il faut donc lui communiquer une force qui va le déplacer. Et cette force doit compenser la force de Lorentz. Donc cette force doit être moins BIL fois EX. Donc, qui dit force, déplacement, dit travail. Donc le travail qu'on doit fournir, c'est moins BIL fois delta de X. Donc c'est ce travail mécanique qui va être transformé en énergie électrique. Et en comparant cette expression du travail à la variation de flux, on trouve une formule qu'on a déjà démontrée dans la magnétostatique, c'est le travail est égal à moins I delta de phi. Maintenant, essayons de trouver une autre expression de ce travail-là. Donc le travail mécanique va se transformer en énergie électrique et donc induction d'une force électromotrice. Or, calculons le travail de cette énergie électrique. Le travail, c'est la tension fois le courant multiplié par delta T. Donc ce travail est égal à moins I delta de phi. En simplifiant par le courant, on retrouve bien que la force électromotrice, c'est moins delta de phi sur delta de T. Donc vous voyez que la tension induite est donnée par moins la vitesse avec laquelle varie le flux. Maintenant, je vais vous donner le canevas général qu'il faut suivre dans n'importe quel exercice d'induction. Donc on vous donne un circuit qui se déplace dans un champ statique. Et on vous demandera par exemple de déterminer la tension induite, quelle est l'équation du mouvement du circuit, et ainsi de suite. Donc vous avez 3 étapes. La première étape, c'est commencer toujours par orienter le contour. Et toutes les lois qu'on va déterminer, ça dépend de cette orientation. Le flux par exemple, le courant induit dépend du contour qu'on a choisi. Si vous avez choisi le contour, toujours orienter le courant dans le sens choisi. Et c'est un courant algébrique. Ça veut dire le courant, si vous avez trouvé un courant positif, c'est ce que le courant circule dans le sens choisi, sinon dans le sens inverse. Et aussi la force électromotrice induite dans le sens choisi, du courant choisi. Une fois que vous avez fait ça, vous allez donner le schéma électrique de votre circuit, établir les équations électriques et les équations mécaniques. Les équations mécaniques, c'est toujours souvent principe fondamental de la dynamique, soit en translation, soit en rotation. Et avec ça, vous pouvez résoudre tous les problèmes et on verra les applications en TD. Bien, revenons au cas de la barre qui se déplace sur des rails. Donc on va voir un peu que le courant induit il est indépendant, le sens du courant induit indépendant, bien comment on calcule les grandeurs physiques suivant le sens qu'on a choisi. Supposons qu'on oriente notre contour dans ce sens-là. Qu'est-ce qui est fixe une fois que vous avez orienté le contour? La normale. Donc la normale, c'est vers le haut. D'accord? La normale, c'est vers le haut. Et, bien sûr, supposons qu'on place ce circuit dans un champ magnétique qui est B vers le haut. Dans ce cas-là, si la barre se déplace, le flux augmente. Et le flux, c'est BL fois X. Donc la force électromotrice, c'est moins BL fois V. Et donc le schéma électrique, ce sera quoi? J'oriente le courant, un circuit avec le courant dans le sens choisi ici, la force électromotrice dans le sens du courant, et je représente le circuit par une résistance R. J'applique la loi d'Ohm et j'ai E égale à RI. Et donc je déduis I égale à moins BL fois V sur R. Et vous voyez bien que le courant induit dans ce cas-là doit circuler dans le sens inverse à celui choisi. Et on va le justifier suivant la relation de Lenz. Supposons qu'on a pris maintenant le même circuit, mais je l'oriente dans le sens inverse. Donc la normale, ça va être vers le bas. Donc le flux va être moins BL fois X. Donc la force électromotrice, c'est moins D de phi sur D de T, ça va être BL fois V. Le schéma électrique, le courant dans le sens choisi, la force électromotrice dans le sens, faites la loi d'Ohm et vous avez E égale à RI. Donc je trouve un courant positif. Vous voyez? C'est ça le canevas qu'il faut suivre dans la méthode de résolution de n'importe quel exercice. Donc une fois que vous orientez, voilà, par exemple, si j'oriente, voilà l'étude que je dois faire. Si j'oriente dans le sens inverse, voilà l'étude que je dois faire. Maintenant, pourquoi le courant, effectivement, c'est vrai, on a choisi ce contour-là, on a trouvé un courant positif, ça veut dire voilà le sens réel du courant induit. Il suffit de le vérifier par la loi de Lenz. Qu'est-ce qu'il nous dit la loi de Lenz? Le courant induit s'oppose à la variation de flux. Si, dans le premier cas, j'oriente le contour dans ce sens, la vitesse
quand la vitesse le conducteur se déplace, le flux augmente. Quand X augmente, le flux augmente. Donc le courant doit s'opposer à la variation de flux. Donc voilà le sens du courant induit. Et vous voyez bien que le sens du courant induit est opposé à celui qu'on a choisi. Donc ça colle. Bien. Maintenant, on passe à comment établir les équations mécaniques. Donc ça, c'est l'équation électrique. Vous donnez le schéma équivalent et la force électromotrice égale à E égale à RI. Maintenant, l'équation mécanique, suffit d'appliquer la force qui s'exerce sur le circuit. Dans ce cas-là, c'est D de L vectoriel B. Donc D de L vectoriel B, elle est dans ce sens-là. Mais bien sûr, comme le courant est négatif, voilà, le courant est négatif, la force, elle est opposée à EX. Voilà, si je remplace le courant par sa valeur que j'ai trouvé tout à l'heure, E sur R, en appliquant loi d'Ohm, voilà la force de la place. Après, vous appliquez le principe fondamental de la dynamique. La force est égale à M gamma. Je remplace gamma par D de V sur D de T. Ensuite, vous allez avoir une équation différentielle vérifiée par la vitesse. Donc ça, c'est l'équation électrique, c'est E égale à RI. Ensuite, vous résolvez, il faut résoudre cette équation. Bon, c'est une équation de premier ordre. La résolution, elle est simple, comme le cercle décharge d'un condensateur, par exemple. Ça vous donne V égale à V0 exponentielle moins T sur taux. Et vous voyez bien que l'abord va être freiné au bout d'un certain temps, qui est égal à 5 fois taux. Et vous voyez bien que ce taux, il dépend de quoi? Il dépend de la résistance, essentiellement de la masse et de la longueur. Donc plus il est résistant, plus il va s'arrêter rapidement, c'est normal. Plus R est faible, plus l'intensité de courant va être importante et le freinage va être moins, va s'arrêter beaucoup plus longtemps. Donc voilà pour ce cas-là. Bon, on va encore montrer la loi de Lenz dans un autre exemple. Prenons, même si ici on va, donc supposons que même si ça rentre dans le deuxième cas de l'induction, mais c'est pas grave, donc on va rapprocher un aimant. Donc vous voyez, un circuit, une spire circulaire, je rapproche un aimant. Quand je rapproche un aimant, bien sûr, si j'oriente le circuit dans ce sens-là, la normale est dans ce sens, donc est sortante. Donc vous voyez bien que le flux augmente, le flux il est positif. Donc le courant doit s'opposer à cette augmentation. Donc voilà le champ magnétique créé par le courant induit, B induit. Donc B induit, il va s'opposer. Donc le champ sort par le pôle nord, il rentre par le pôle sud. Une façon de comprendre ceci aussi, vous voyez bien, pôle nord avec le pôle nord se repousse. Donc le champ induit va tendre à repousser l'aimant en quelque sorte et donc s'opposer à la variation de flux. Si au contraire je rapproche le pôle sud, donc faites attention ici, je rapproche le pôle sud, le champ augmente en valeur absolue, mais le flux il est négatif. Parce que la normale est dans ce sens, le champ créé par l'aimant il est dans ce sens-là. Donc le flux diminue, donc le courant induit doit compenser cette diminution. Il faut qu'il crée un champ magnétique dans ce sens-là pour créer un flux positif qui va compenser la diminution de flux quand je rapproche l'aimant. Donc voilà comment on interprète ces résultats par la loi de Lenz. Bon, un autre exemple très important, supposons ici j'ai un cadre que je vais orienter de façon arbitraire. Je vais lâcher ce cadre avec une vitesse initiale V égale à 0 et dans une région où existe un champ magnétique. Et le champ magnétique existe uniquement dans cette région-là. Et je vais vous poser une question simple. Quel est le sens du courant induit lorsque le cadre pénètre dans cette région, lorsque le cadre se déplace au milieu de la région, lorsque le cadre quitte la région? Si vous avez bien compris la loi de Lenz, bloquez la vidéo et essayez de répondre. Bien. Quand le cadre pénètre dans la région où existe le champ magnétique B, le flux, est-ce qu'il augmente ou il diminue? J'ai orienté le contour dans ce sens, la normale vers le haut, donc la normale ça va être sortante. Donc le flux, comment il varie? Il va augmenter. Donc le flux augmente, donc le courant doit s'opposer à cette augmentation. Donc voilà le sens du courant induit, pour créer un champ qui s'oppose au champ dans lequel se déplace le circuit. Donc voilà le champ induit. Si maintenant le cadre se déplace au milieu de ce champ qui est constant, le flux va être quoi? Va être B fois S.
S est constante, B est constant, donc pas de courant induit dans ce cas-là. Si le cadre va quitter cette région-là, le flux va diminuer parce que la surface balayée va diminuer au cours du temps. Donc pour compenser cette diminution, le courant induit va être créé dans ce sens de façon à créer un champ induit qui va s'ajouter au champ existant pour compenser la diminution de flux. Donc voilà une autre application de la loi de Lenz. Donc enfin, je vais terminer par cet exercice d'application, là aussi qui va vous montrer le rôle de calcul de flux. Je déplace une tige dans une région où existe un champ magnétique créé par cet aimant et je le déplace de deux manières différentes. Donc soit comme ça, soit comme ça. D'accord? Là aussi, vous avez soit déplacement vers le haut, soit déplacement vers le bas. Et première question, essayez de justifier pourquoi ça c'est le pôle positif, négatif, et ça c'est le pôle positif lorsque le corps se déplace, la tige se déplace vers le haut. Et pourquoi les polarités ont changé lorsque la barre se déplace vers le bas. Bien, pour connaître quel est le pôle positif, quel est le pôle négatif, il suffit de déterminer la direction du champ électromoteur. Donc voilà la vitesse, voilà le vecteur B, vous faites V vectoriel B, donc V, la vitesse c'est vers le haut, voilà V, voilà B, V vectoriel B, hop, voilà, je tourne celui-là vers celui-là, ça va vous donner un champ électromoteur qui est dans cette direction-là. Donc un électron va être soumis à la force Q fois le champ électromoteur, la charge de l'électron est négative, donc l'électron va se déplacer dans ce sens-là. Donc c'est pourquoi ici c'est une charge négative, pôle négatif et pôle positif. Donc si la barre se déplace vers le bas, voilà la vitesse, voilà le champ, vous faites V vectoriel B, et V vectoriel B, ça va vous donner un vecteur qui se déplace dans ce sens-là. Voilà le champ électromoteur. Donc la force s'exerce sur l'électron, c'est moins Q fois E, donc les électrons vont se déplacer dans l'autre sens. Donc voilà le pôle négatif et voilà le pôle positif. Bien. Maintenant, essayons de calculer la force électromotrice induite dans ces deux premiers cas. Là, on a déterminé quel est le pôle positif, quel est le pôle négatif. Donc on sait la direction de la tension électromotrice. Donc il y aura un générateur ici. Donc le circuit électrique, vous avez un pôle positif, un pôle négatif. Donc voilà la force électromotrice de ce premier cas. Voilà le schéma électrique équivalent. Maintenant, quelle est l'amplitude de cette force électromotrice? Donc c'est la variation de flux par rapport à delta T. Bon, delta T c'est 0,1 seconde. La variation de flux, c'est le flux initial qui est 0. Bon, le flux final, c'est le B fois la surface balayée. Donc la surface balayée, c'est exactement la surface de l'aimant, donc ça sera B fois 100 cm², vous le transformez en mètres carrés et vous allez trouver le flux en Weber, que ce soit dans ce cas-là ou bien dans ce cas-là. D'accord? Maintenant, si la barre se déplace dans ce sens-là, d'accord? Donc pourquoi ici le flux est maximal? Parce que je prends un élément de surface, comment le calculer? C'est D de R vectoriel D de L. Vous faites D de R vectoriel D de L et ça va vous donner un vecteur surface qui est parallèle au champ. Donc, vous avez un flux maximal. Prenons le cas d'un déplacement dans ce cas-là. Vous avez D de R vectoriel D de L. Et ça va vous donner un vecteur D de S qui est comment? Qui est perpendiculaire au champ. Et qui dit D de S perpendiculaire au champ, dit un flux qui est comment? Qui est nul. Donc, dans ce cas-là, dans ce troisième cas, il n'y aura pas de force électromotrice induite. Donc, voilà les résultats. Vous allez avoir une force électromotrice de 50 milliélectronvolts dans ce cas-là, par exemple. Donc voilà pour cette première partie. On a traité le premier cas, le cas de Lorentz, circuit donc mobile dans un champ statique. On a interprété les différentes relations obtenues, essayé de démontrer la loi de Faraday dans deux cas, voir comment déterminer le sens du courant induit en utilisant la loi de Lenz et le canevas qui vous permet d'étudier un problème général d'induction, c'est-à-dire orienter votre circuit, choisir le courant dans le sens que vous avez orienté le circuit, la force électromotrice dans le même sens, déterminer le circuit équivalent électrique, appliquer les lois de la mécanique et essayer de déterminer l'ensemble des résultats
qu'on vous demande. Donc bien sûr, on va faire plusieurs applications dans la série que je vais vous proposer très bientôt. Donc voilà pour cette première partie. Ensuite, il nous reste la deuxième partie qui est très importante et c'est elle qui va nous permettre de donner une nouvelle formule inédite qui est le cas ou d'un circuit fixe, cette fois-ci dans un champ variable. Et on verra quelle sera l'origine de l'induction dans ce cas-là et quelle est la forme, l'équation locale qu'il faut modifier. L'une des équations locales que nous avons vues ne sera plus correcte. Il faut donc la modifier et c'est l'induction électromagnétique qui va nous permettre de modifier ces équations-là. Donc à bientôt donc pour la deuxième partie de ce cours et aussi de son TD. Donc toujours bien sûr partagez au maximum ce cours avec vos amis. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à me les envoyer dans les commentaires. À très bientôt.